Salut à tous les amateurs de belle mécanique et bienvenue pour un plongeon spécial concocté juste pour vous fidèles de Vintage Car Chronicles. Ah, Aujourd'hui, on met le casque et on plonge dans le grand bain de la Formule 1 pour explorer la carrière d'un pilote dont le nom résonne encore sur les circuits, Michael Schumacher. Schumacher. Un nom synonyme de vitesse de victoire, mais aussi de controverse. Ok. On va décortiquer ensemble le parcours de ce personnage complexe en s'appuyant sur des biographies, des statistiques et même des témoignages de ses rivaux et coéquipiers. Vous allez voir, c'est une histoire fascinante. Et on va essayer de répondre à une question qui taraude pas mal de monde. Qu'est-ce qui a fait de Michael Schumacher un personnage aussi dominant et aussi controversé? Excellente question. Et pour comprendre, il faut remonter aux sources à ses débuts en karting. Mhm. Saviez-vous qu'il a commencé à l'âge de 4 ans sur un car bricolé par son père, un vrai petit prodige? C'est vrai, et cette image du gamin surdoué qui se hisse au sommet grâce à son talent et sa détermination lui colle à la peau tout au long de sa carrière. Oui. Champion de karting junior à 6 ans, il gravit les échelons à une vitesse folle. On sent déjà chez lui une ambition dévorante et un esprit de compétition hors du commun. Et c'est là qu'on voit apparaître un élément clé de sa personnalité, cette volonté de faire ce désir de tout donner pour atteindre la victoire. On le voit notamment dans sa rivalité précoce avec Mika Häkkinen, une rivalité qui a démarré dès leurs années de karting. Ah oui, leur duel au Grand Prix de Macao de Formule 3 en 1990, ça a marqué les esprits. Exactement, pour ceux qui ne connaissent pas le Grand Prix de Macao, c'est un peu le Graal des jeunes pilotes de Formule 3. Et cet incident a alimenté les débats pendant des années. Certains y ont vu la preuve d'un Schumacher prêt à tout pour gagner, quitte à jouer un peu trop des coudes. D'autres ont parlé d'un simple incident de course. Et cet épisode préfigure en quelque sorte la rivalité acharnée qu'ils vont tenir plus tard en Formule 1. Mais avant d'arriver à ce niveau, Schumacher fait un choix étonnant. Il se lance dans les courses d'endurance avec Mercedes. C'est son manager, Willy Weber, qui orchestre ce mouvement stratégique. Il voit en Schumacher un futur champion de Formule 1. Mais il veut le préparer au mieux pour ce monde impitoyable. L'endurance, c'est l'école de la patience, de la gestion des efforts, du travail en équipe. Weber est un visionnaire, on peut le dire. Et cette expérience va s'avérer précieuse pour Schumacher. Elle va lui permettre de développer sa maîtrise technique, sa résistance physique et sa capacité à travailler en étroite collaboration avec une équipe d'ingénieurs. Tout à fait. Et puis, l'endurance, ça lui permet de se frotter à des voitures plus complexes, plus puissantes, plus exigeantes que les monoplaces. Il apprend à dompter des monstres de technologie, à affiner ses réglages, à repousser les limites de la mécanique. Un apprentissage précieux qu'il mettra à profit plus tard en Formule 1. Et en 1971, le moment tant attendu arrive. Enfin, il a fait ses débuts en Formule 1 et pas n'importe où, au Grand Prix de Belgique, sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Un baptême du feu assez incroyable. Et le pilote pour l'écurie Jordan, une petite équipe avec des moyens limités. Mais Schumacher, lui, il est prêt et se qualifie 7e sur la grille de départ, ce qui est exceptionnel pour un débutant. Malheureusement, il abandonne en course à cause d'un problème mécanique, mais sa performance n'est pas passée inaperçue. Flavio Briatore, le directeur de l'écurie Benetton, le repère et le recrute immédiatement. C'est le début d'une ascension fulgurante. Et là, on voit encore une fois l'ambition de Schumacher et de son manager. Ouais. Il n'hésite pas à quitter Jordan, qui leur a pourtant donné leur chance pour rejoindre Benetton, une écurie plus compétitive, capable de jouer les premiers rôles. Ce départ précipité déclenche d'ailleurs une bataille juridique avec Claude Schumacher et Weber en peur de rien. Ils savent ce qu'ils veulent et sont prêts à tout pour y arriver chez Benetton. Schumacher a pour coéquipier Nelson Piquet, triple champion du monde, mais le jeune loup n'a pas peur du vieux lion. Il le défie le pousse dans ses retranchements et le surpasse rapidement en qualification comme en course. Piquet, habitué à dominer ses coéquipiers, se retrouve confronté à un adversaire redoutable, un pilote d'une nouvelle génération, avec une approche méthodique, une discipline de fer et une soif inextinguible de victoire. Et en 1992, à Spa, sur ce même circuit où il a fait ses débuts, Schumacher remporte sa première victoire en Grand Prix, sous la pluie s'il vous plaît. Un véritable exploit Spa-Francorchamps, c'est un circuit mythique exigeant et la pluie rend les conditions encore plus difficiles. Mais Schumacher, lui, il adore la pluie. Il se révèle être un maître dans ces conditions délicates, capable de dompter la piste glissante avec une précision et une audace impressionnantes. Cette victoire, c'est une confirmation. Schumacher n'est pas un simple pilote talentueux, c'est un futur grand. Il termine la saison à la 3e place du championnat et il annonce clairement ses ambitions, il veut le titre mondial. Il obtiendra ce titre dès 1994, mais cette première couronne mondiale sera entachée de controverses avec des accusations de tricherie et un accrochage très controversé avec Damon Hill lors de la dernière course en Australie. Un épisode qui va alimenter les discussions pendant des années et qui va contribuer à forger la réputation de Schumacher,
Un pilote exceptionnel, mais aussi un personnage controversé, prêt à repousser les limites pour atteindre ses objectifs. On en reparlera plus en détail dans la deuxième partie de notre deep dive. Exactement. On va plonger au cœur de ces années Benetton, avec ses moments de gloire et ses zones d'ombre. Restez avec nous, la suite s'annonce passionnante. On a laissé Michael Schumacher à l'aube de sa première consécration en Formule 1, un titre acquis en 1994 avec Benetton non sans controverse. Oui. On va justement décortiquer cette période mouvementée. Ouais, cette saison 1944 est marquée par des accusations de tricherie envers l'écurie. Benetton, on parle d'aide au pilotage illégal de suspicions sur la conformité de la voiture. Et Schumacher se retrouve au cœur de la tempête. Exactement. La tension est palpable tout au long de la saison, les performances de Benetton sont scrutées à la loupe. Les rivaux crient au scandale, la presse s'enflamme. Schumacher lui reste concentré sur son objectif, le titre mondial. Et il va l'obtenir ce titre au terme d'un dernier Grand Prix en Australie, absolument étonnant. Mais la manière dont il le remporte va alimenter la controverse. Rappelez-vous cet accrochage avec Damon Hill, son principal rival pour le titre. Ah oui, un épisode gravé dans les mémoires de la Formule 1. Schumacher est en tête de la course, Hill le talonne de près dans un virage. Schumacher sort de la piste, revient sur la trajectoire et percute Hill. Les deux voitures sont endommagées. Schumacher abandonne, Hill tente de continuer mais doit renoncer. Et Schumacher, grâce à cet abandon de Hill, remporte le titre mondial. Beaucoup l'accusent d'avoir provoqué l'accident volontairement pour éliminer son rival, la FIA. La fédération qui gère la Formule 1 ouvre une enquête. L'affaire fait grand bruit, les images de l'accrochage sont décortiquées. Les experts se déchirent, les fans s'invectivent. Finalement, la FIA ne sanctionne pas Schumacher, estimant qu'il n'y a pas eu de manœuvre intentionnelle de sa part. Mais le doute persiste, cet épisode va ternir l'image de Schumacher. Il est désormais vu comme un pilote génial, capable de coups d'éclat incroyables, mais aussi comme un personnage impitoyable prêt à tout pour gagner. C'est un tournant dans sa carrière, il devient une figure polarisante, adulée par certains pour son talent et sa détermination, critiquée par d'autres pour son manque de fair-play. Malgré ces polémiques, Schumacher confirme son talent en 1995. Il remporte son deuxième titre mondial consécutif avec Benetton dominant la saison de la tête et des épaules. Il bat à plate couture son nouveau coéquipier, Johnny Verpert. C'est une démonstration de force impressionnante. Il remporte 9 courses sur 17 et il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Il est clairement le meilleur pilote du plateau et son départ pour Ferrari à la fin de la saison est un véritable coup de tonnerre. Ferrari, c'est le rêve de tout pilote de Formule 1, la Scuderia, c'est l'histoire, la passion, la légende, mais c'est aussi une équipe qui traverse une période difficile. Ferrari n'a plus remporté de titre depuis 1979. L'équipe est en pleine reconstruction et elle cherche un leader capable de la ramener au sommet. Schumacher, avec son aura de champion, son charisme et son ambition dévorante, est vu comme le sauveur. C'est un défi immense qui l'attend redonner sa gloire à Ferrari, c'est entrer dans la légende, mais la tâche s'annonce ardue. La Ferrari F310 de 1996, sa première monture rouge, est loin d'être une machine à gagner. Eddie Irvine, son coéquipier, la décrit même comme une épave et une voiture horrible à piloter. Pas vraiment un cadeau de bienvenue, mais Schumacher, lui, ne se décourage pas. Il sait que ce n'est qu'une étape dans le processus de reconstruction. Il va s'impliquer à fond dans le développement de la voiture, travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs, pousser l'équipe à se dépasser. C'est là qu'on voit toute la force de caractère de Schumacher. Il ne se contente pas de piloter. Il veut comprendre la voiture, la faire évoluer, la rendre plus performante. Il passe des heures à l'usine à décortiquer les données techniques, à discuter avec les mécaniciens, à proposer des solutions. Il s'impose comme un leader charismatique, capable d'emmener toute l'équipe avec lui. Et il obtient des résultats dès sa première saison chez Ferrari. Il remporte 3 courses, dont une victoire mémorable sous la pluie au Grand Prix d'Espagne. Une démonstration de force incroyable, il part de la 11e position sur la grille et il domine la course de la tête. Et des étoiles, il devance des pilotes comme Jacques Villeneuve, Damon Hill et Mika Häkkinen, tous au volant de voitures plus performantes que la sienne. Cette victoire, c'est un symbole. Schumacher est en train de réveiller le géant Ferrari. Il insuffle une nouvelle énergie à l'équipe, une nouvelle ambition. Et ce n'est que le début de l'aventure. Les années qui suivent vont être riches en émotions, en rebondissements, en victoires et en controverses. Mais ça, c'est pour la prochaine partie de notre deep dive. On a laissé Michael Schumacher sur une note positive, une victoire mémorable sous la pluie au Grand Prix d'Espagne en 1996, sa première saison chez Ferrari. C'est le début d'une nouvelle ère, mais le chemin vers la gloire sera semé d'embûches. Oui, les années qui suivent sont un véritable ascenseur émotionnel pour Schumacher et pour les tifosi, les fans de Ferrari. Des victoires extraordinaires, des défaites déchirantes et toujours cette aura de controverse qui l'entoure. En 1997, il se bat pour le titre mondial jusqu'à la dernière course face à Jacques Villeneuve, le pilote Williams-Renault. Et là encore, la polémique éclate lors du dernier Grand Prix en Europe.
Schumacher tente de bloquer Villeneuve. Hmm. Et les deux voitures entrent en collision. Schumacher abandonne Villeneuve, termine 3e et remporte le titre. Mais l'image de Schumacher en prend un coup. Oui. Il est accusé d'avoir délibérément percuté Villeneuve pour l'empêcher de devenir champion du monde. La FIA le disqualifie du championnat, une sanction très lourde. Schumacher conteste la décision, mais en vain, cet épisode renforce sa réputation de pilote impitoyable, prêt à tout pour la victoire. Malgré ce coup dur, Schumacher ne baisse pas les bras. Il revient encore plus fort en 1988, bien décidé à conquérir le titre mondial avec Ferrari, mais il se heurte à un adversaire redoutable, Mika Häkkinen, au volant d'une McLaren Mercedes très performante. Leur duel est l'un des plus beaux de l'histoire de la Formule 1. Deux pilotes au sommet de leur art, deux styles différents, deux personnalités opposées. Häkkinen est le Flying Finn, un pilote élégant fluide, presque aérien. Schumacher est la force botte la détermination, sans faille la rage de vaincre. Et c'est Häkkinen qui remporte le titre en 1998. Au terme d'une saison allaitante, Schumacher termine 2e, mais il a montré qu'il était capable de se battre à armes égales avec le meilleur. En 1999, il est victime d'un grave accident au Grand Prix de Grande-Bretagne. Il se casse la jambe et doit manquer plusieurs courses. C'est un coup dur pour lui, mais aussi pour Ferrari, qui voit ses espoirs de titre s'envoler. Il revient en fin de saison, mais il n'est pas encore totalement rétabli. Il termine 5e du championnat et c'est son coéquipier, Eddie Irvine, qui se bat pour le titre jusqu'à la dernière course. Mais la chance n'est pas du côté de Ferrari. Irvine termine 2e du championnat derrière Häkkinen, qui remporte son 2e titre consécutif. L'an 2000 marque un tournant décisif dans la carrière de Schumacher. Il est enfin prêt, physiquement et mentalement, à conquérir le Graal avec Ferrari, et il va le faire avec une maestria et une domination rarement vues en Formule 1. C'est le début d'une ère de domination, sans partage, 5 titres mondiaux consécutifs de 2000 à 2004, des records battus à l'appel Schumacher, et Ferrari règne en maître sur la Formule 1. Il remporte 72 courses pour Ferrari, un record qui tient toujours aujourd'hui. Il est au sommet de son art. Il a atteint un niveau de performance incroyable, presque inhumain. Mais cette période de domination est aussi marquée par des controverses. On lui reproche son style de pilotage agressif, ses manœuvres limitent son manque de fair-play. L'épisode des consignes d'équipe au Grand Prix d'Autriche en 2002, où il est contraint de laisser passer son coéquipier Ruben Barrichello pour remporter la victoire, ternit son image. Schumacher est un personnage complexe, un mélange de talent exceptionnel, de détermination sans faille et d'ambition parfois démesurée. Il suscite l'admiration et la controverse, la passion et le rejet. Après son 5e titre consécutif en 2004, il commence à montrer des signes de fatigue. La concurrence se rapproche. Il a de plus en plus de mal à imposer sa loi. En 2005 et 2006, il se bat avec Fernando Alonso, le jeune prodige espagnol qui pilote pour Renault, puis McLaren. Les duels sont intenses, spectaculaires, mais c'est Alonso qui remporte les 2 titres mondiaux. Schumacher, à 37 ans, décide de prendre sa retraite fin 2006. Il quitte la Formule 1 en étant le pilote le plus titré de l'histoire, avec 7 titres mondiaux et 91 victoires en Grand Prix. Mais son histoire ne s'arrête pas là en 2010. Après 3 années de retraite, il annonce son retour surprise en Formule 1, cette fois avec l'écurie Mercedes. Un retour inattendu qui suscite beaucoup d'espoir et de curiosité, mais cette deuxième partie de carrière sera bien différente de la première. Schumacher a 41 ans, la Formule 1 a beaucoup évolué pendant son absence, et il doit faire face à une nouvelle génération de pilotes talentueux et ambitieux. Il peine à retrouver son niveau d'antan. La Mercedes n'est pas encore au niveau des meilleures équipes, et il est souvent devancé par son coéquipier Nico Rosberg. Il réalise quelques belles performances, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Son meilleur résultat est une 3e place au Grand Prix d'Europe en 2012. À la fin de la saison 2012, il annonce sa 2e et définitive retraite. Son aventure avec Mercedes n'aura pas été couronnée de succès, mais il aura tout donné pour tenter de retrouver la gloire. Michael Schumacher, c'est une légende de la Formule 1, un pilote extraordinaire, un personnage complexe, un destin hors du commun. Il a marqué son époque et son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de ce sport. On espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre ce qui a fait de Michael Schumacher un personnage aussi fascinant et controversé. Et pour les passionnés de voitures anciennes, n'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle dose d'histoire automobile. Au revoir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau plongeon dans l'univers passionnant de l'automobile.